Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une FAQ. J'avais posé il y a quelques semaines des questions sur Instagram. Aujourd'hui j'ai relevé 7 questions que je réponds du mieux que je peux sans évidemment essayer de faire trop long. Parce que tu verras qu'il y a quelques questions qui pourraient demander en fait des vidéos complètes pour y répondre. Aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus généraliste possible et d'être en tout cas le plus précis possible dans mes réponses. La première question, c'est la question de Théo. Il me demande combien de temps je consacre pour la photo, pour mes sorties photos. Alors, ça va être très compliqué d'y répondre parce que normalement, avant, quand j'avais un petit peu de temps, je sortais. Quand j'ai démarré, je faisais des sorties quasiment tous les jours. Par contre, quand j'avais pris mon rythme de croisière, je ne faisais qu'une sortie par semaine. Donc c'était en général le dimanche matin. Alors c'est encore le dimanche matin. Et le dimanche matin, je sors entre... Alors suivant les sorties que je fais, les sujets que je vais aller chercher, entre 2h et 5h à peu près. Donc bien sûr, sur des plantes, des insectes, tout genre de choses, je vais être entre 2 et 3 heures. Mais si je vais aller chercher, par exemple, du chevreuil ou des oiseaux, je peux très bien faire en fait une sortie de 5-6 heures sur le dimanche matin. C'est vrai que la plupart du temps, je fais mes sorties au matin plutôt que le soir. Alors peut-être qu'un jour, je ferai différemment quand j'aurai un petit peu plus de temps. Et puis je te disais que ça dépend parce qu'en ce moment, très honnêtement, je n'ai pas énormément de temps pour sortir. J'ai été quelques mois cette année sans sortie photo. Alors j'ai fait quelques images chez moi, dans mon jardin, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément eu le temps et pris le temps de faire de vraies sorties photo. Alors j'ai néanmoins repris depuis, je vais dire fin septembre, début octobre. Et donc c'est en général le dimanche matin, donc si j'ai le temps, bien sûr, et puis si le temps le permet. Parce que là c'est vrai que la dimanche, alors je n'aurais pas pu sortir parce que je n'étais pas chez moi samedi soir, mais par contre là il pleuvait, donc je ne suis pas sorti pour faire des images. Voilà, donc Théo, normalement mes sorties c'est le dimanche matin, donc une fois par semaine, entre 2 et 5 heures par semaine, et 5 heures par sortie. Jérémy. Alors, Jérémy me demande avec quel matériel fais-tu tes images? Alors, principalement avec mon boîtier plein format, le Nikon D810. Et puis, suivant ce que je vais aller faire comme image, sur de la macro et de la proxy, je vais utiliser le 105 mm f2.8. Je vais utiliser également le zoom, le 70-300 5.6. Que je vais utiliser à 300 mm. Et puis j'utilise aussi mon télézoom de 50-500 mm que je n'utilise en proxy qu'à 400 ou à 500 mm. Et là par contre je n'ouvre qu'à 6.3. Pour le reste en fait de mes shoots, donc l'animalier bien sûr c'est le 500 mm, un peu plus rarement le 300 5.6. Et puis après pour tout ce qui est photo sociale, eh bien j'utilise principalement le 35 mm et le 105. Donc j'ai un autre boîtier aussi, c'est le Canon 70D. Donc lui c'est un APS-C. Donc il faut que je fasse attention lorsque je fais mes images avec parce que bien sûr le rapport de grandissement n'est pas le même que sur le plein format. Et donc j'utilise, j'ai 3 objectifs, j'ai le 18-55, j'ai le 50 mm 1.8. Et puis j'ai le 55-250 5.6. Et donc pour mes prestations de service, en général, je monte le 50 mm 1.8 pour avoir une focale un petit peu différente. Parce que un grand angle, j'en ai peut-être pas forcément besoin, bien que j'aimerais essayer du 24 mm, mais qui ouvre à 2.8 par exemple. Donc mon 35 1.4 me suffit pour faire à la fois du portrait et puis des plans un petit peu plus larges avec de l'environnement autour. Antoine me demande
Comment bien exposer ces images? Alors, comme je te l'ai dit en intro, bien, en fait, il y a certaines questions où il faudrait une vidéo complète pour y répondre. Écoute, pour bien exposer en fait ces images, il faut forcément avoir tes bases, c'est-à-dire ton triangle d'exposition, savoir ce que la vitesse, l'ouverture et tes ISO font sur une image, c'est-à-dire cette quantité de lumière que tu vas apporter sur l'image, et puis après, au niveau de la vitesse et de l'ouverture, ce que tu vas apporter comme créativité sur ton image. Pour bien exposer une image, en général, il faut que tu aies autant de détails, en tous les cas que tu aies du détail autant dans les sombres que dans les clairs. Comme ça, après, au post-traitement, tu peux récupérer ce qu'il faut, notamment sur des situations où tu as de forts contrastes. Maintenant, bien exposer une image, eh bien, tu vas utiliser ton histogramme et ton posemètre. Alors, ton posemètre va te donner une idée générale de ce qu'est la lumière sur ton image. En général, tu te positionnes sur le 0, tu regardes ce que ça donne en fait sur ton image, et après, tu rectifies ton exposition avec la correction d'exposition. Ou alors si tu es en manuel, tu varies soit ton ouverture, soit ta vitesse pour toi sous-exposer ou surexposer en fait ton image selon tes goûts. Donc là, il faudra vraiment que je développe pour vraiment te donner en fait vraiment des indications. Mais en gros, c'est ça. En fait, tu te positionnes sur ton posemètre à 0. Tu regardes ce que ça donne. Si ça te convient, c'est parfait. Si ça ne te convient pas, eh bien, tu utilises ta correction d'exposition en moins ou en plus. Il y a Robin. Robin, lui, me demande comment fais-tu pour trouver tes sujets? Alors, pour trouver mes sujets à photographier, donc là ici c'est en nature, il y a plusieurs choses en fait. Au début, quand j'ai démarré, j'ai pas forcément regardé les sujets que je pouvais photographier et où je pouvais les trouver. Je suis allé dans la nature, j'ai regardé, j'en ai trouvé quelques-uns, et c'est vrai que certains, je ne trouvais pas parce que je ne savais pas où est-ce qu'on pouvait les trouver. Très rapidement, je me suis documenté sur les sujets. Alors, que ce soit du végétal, où ça pousse et où les trouver, que ce soit des insectes ou alors après des animaux, des mammifères ou des oiseaux, eh bien je me suis renseigné en fait sur leurs mœurs et les endroits où je pouvais les trouver. Et puis je suis sorti, j'ai fait du repérage. Et puis une chose très importante, c'est que lorsque tu sors dans la nature, eh bien il faut que tu aies une paire de jumelles. Parce que comme ça, tu vas pouvoir repérer en fait tes sujets de loin. Hein. Si c'est des sujets qui bougent, qui sont vivants et qui bougent, eh bien tu vas pouvoir les repérer de loin, les observer et puis te déplacer en conséquence. Et pourquoi pas les observer pour pouvoir revenir plus tard et adopter la meilleure approche, la meilleure position pour toi faire tes images. Daniel me demande comment diminuer ou enlever l'aberration chromatique sur nos images, alors notamment en contre-jour. Alors là aussi c'est une très très grosse question. Ici je ne vais juste donner ce que je sais de l'aberration chromatique. Je referai je pense une vidéo pour la réexpliquer un tout petit peu et puis surtout te montrer c'est comment on peut l'enlever grâce à nos logiciels, donc notamment Lightroom, ça je sais faire. Par contre je regarderai aussi, je me renseignerai pour savoir comment on fait sur Photoshop, parce que Photoshop je ne l'utilise pas pour l'aberration chromatique. Donc écoute, je referai une vidéo pour ça. L'aberration chromatique, qu'est-ce que c'est? Alors dans la lumière blanche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des couleurs, et ces couleurs ont des ondes différentes. Et le problème, c'est que lorsque cette lumière passe en fait dans un objectif, eh bien parfois
ces couleurs, ces ondes de couleurs n'arrivent pas au même point de convergence. Alors, si nous n'avons pas d'aberration chromatique, ça veut dire que le rouge, le vert, le bleu arrivent au même point et donc il n'y a pas de frange. S'ils n'arrivent pas au même point, eh bien ça veut dire que sur ton image, tu vas avoir des franges de couleurs. Donc en général, c'est du rouge magenta sur les bords de tes objets, du vert ou du bleu. Alors là ici, comme je t'ai dit, je ne vais pas te montrer comment les enlever avec le logiciel. Bon, c'est plutôt simple. Par contre, pour essayer de réduire, de diminuer, alors l'enlever, on ne pourra jamais vraiment enlever une aberration chromatique à la prise de vue. Pourquoi l'aberration chromatique arrive en fait sur nos images? Alors tout simplement, il y a des situations qui sont plus propices à l'aberration chromatique. Alors notamment le contre-jour. Donc là, je suis désolé, quand tu vas voir en fait sur internet, on te dit qu'il faut arrêter le contre-jour. Donc arrêtons d'être créatifs. Donc ça, je ne milite pas du tout là-dessus. En fait, il faut, quand tu as un contre-jour, il faut regarder les images et il faut trouver le bon angle avec la lumière qui va faire que tu en auras soit moins, soit très peu, qui ne sera donc presque pas visible. Et puis, on nous dit aussi que ce sont les grands angles qui nous permettent d'avoir aussi de l'aberration chromatique. Pourquoi? Tout simplement parce que sur les grands, les objectifs grand angle, il y a normalement plus de surface de verre pour englober une plus grande partie sur l'image. Et donc, l'aberration chromatique peut arriver en fait sur les bords de l'image. Alors, tu as deux sortes d'aberrations chromatiques. Il y a l'aberration chromatique axiale ou longitudinale, il me semble. Je vérifie sur... Oui, c'est ça. Donc, axiale ou longitudinale. Alors là, l'aberration va être principalement en fait sur le centre en fait de l'image. Et ça arrive souvent aussi avec des objectifs qui ouvrent beaucoup. Ça veut dire avec des petits chiffres derrière le F, de 8, du 1 à 4. Donc là, tu peux être forcément plus à même d'avoir de l'aberration chromatique. Et puis, il y a l'aberration latérale ou transversale. Mais là, en fait, cette aberration chromatique va être plus sur comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur les grands angles, donc sur les bords en fait de l'image. Alors, cette aberration chromatique est beaucoup plus difficile à enlever. Par contre, l'axiale, en fait, dans Lightroom, elle se règle plutôt facilement. Donc, voilà, en fait, soit il faudrait abandonner, c'est les grands angles, soit il faut abandonner, c'est les grandes ouvertures, ou il faut abandonner le contre-jour. Alors bien sûr, après, libre à chacun de faire comme il veut. Moi, je ne suis pas pour, parce que c'est justement avec ça qu'on peut avoir des photos créatives. Donc il faut juste tenter, tester, essayer d'avoir les bons angles avec la lumière pour éviter d'en avoir de trop. Claire me demande comment faire de la proxy. Là aussi, une vidéo complète, même plus qu'une vidéo, pour répondre à cette question. Alors, comment faire de la proxy? Eh bien, tu peux faire de la proxy avec avec beaucoup d'objectifs. Autant des objectifs, alors je dirais à partir de 50 mm, jusque, en fait, il n'y a pas de limite. 600 mm, 800 si tu as cette force pour soutenir ton objectif, mais il n'y a pas vraiment en fait de valeur avec les focales. Alors, dans la théorie, la proxy photo, ce sont des photos où tu as le sujet qui peut être diminué de 10 fois en fait la taille réelle.
La photo macro commence au rapport 1,1, donc ça veut dire que ton sujet, pour 1 cm de sujet, tu as 1 cm sur ton capteur, donc sur ton image. Sur la proxy, en fait, c'est ce qui est en dessous du rapport 1,1 et jusqu'à 10 fois moins gros, tout simplement. Et ben alors après, pour faire la proxy, eh bien, tu choisis tes sujets. Donc en général, on prend pas forcément des gros sujets. Généralement, c'est limité sur de la fleur ou de l'insecte, ou d'autres petits sujets comme par exemple des batraciens, sur des petits reptiles. Donc en général, c'est ça. Hein, la proxy, c'est ça. Et donc après, libre à toi de faire avec la focale que tu veux. Et moi, en général, j'utilise entre la focale de 105 et de 500 mm pour faire mes proxys. Et puis enfin, la dernière question de Grégory. Il me demande que sont mes lectures du moment. Alors, mes lectures du moment, c'est pas vraiment de la photo. Alors bien sûr, oui, il y a un bouquin, c'est de la photo. Mais j'ai un magazine en fait que je reçois tous les 2 mois, donc c'est Odyssée. C'est un magazine que Live Mentor, en fait, c'est un organisme de formation, édite. Et pour les entrepreneurs, donc c'est celui-là que je reçois, je suis abonné, donc je le reçois 2 fois, une fois tous les 2 mois, pardon. Donc il est super bien, on apprend énormément de choses. J'ai également lu récemment le livre d'Alexandre Dana, donc c'est la méthode Live Mentor en 12 méthodes, 12 étapes, donc c'est pour être entrepreneur, hein. Donc c'est un bouquin pour les entrepreneurs. Et puis le bouquin photo du moment, eh bien c'est très récent, sous les conseils de Daniel d'ailleurs, qui m'avait posé la question. C'est l'âme du photographe. Donc c'est l'intention photographique que tu peux avoir, que tu peux mettre en fait dans tes images. Et ce bouquin est une mine d'or. Et ça me conforte parce que tout ce que je raconte depuis le début de la chaîne, eh bien, je le retrouve en fait dans ce bouquin. Et ce bouquin, je ne le lis que depuis là à peine 2 semaines. Et donc, je suis content parce que en fait, mes réflexions vont dans le sens en fait du bouquin. Donc, c'est que je ne raconte pas trop de bêtises et donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était la petite FAQ. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, si ça n'est pas encore fait, tu as les liens en dessous de la vidéo pour t'abonner, pour liker la vidéo et pour commenter, dire ce que tu as pensé de la FAQ. Et puis, si tu as des questions pour refaire une FAQ, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Je referai une FAQ peut-être en début d'année prochaine. Donc, n'hésite pas. Et puis, n'oublie pas d'aller voir les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo, notamment pour mes comptes Instagram, le compte Flickr pour aller voir les photos en HD, en meilleure qualité. Et puis, n'oublie pas la newsletter, la boîte à motivation que je t'envoie 1 à 2 fois par semaine pour toi progresser en photo. Allez, moi je te dis à la prochaine. Ciao!